Ok. Je remercie particulièrement M. François Julien et l'Association des coïncidences de m'avoir fourni cette occasion de présenter mon travail bien sobre. Et dans le cadre de ce colloque, je voudrais aborder le concept de décoïncidence en articulant trois concepts principaux, je crois, le métaphysique, le culturel et le communautaire. Mais je vais le faire pour son illustration un peu plus concrète, en prenant comme matière l'histoire de la rencontre entre l'Occident et l'Extrême-Orient. Est-ce que tout le monde entend? Ça va? Ok, donc je vais aller un peu vite. La pensée de François Julien est censée être prophétique, au sens spinoziste du terme. Selon le traité théologico-politique, personne ne peut résister au pouvoir établi, sauf le prophète disposant des signes conférés par la puissance divine. Mais les miracles n'ayant pas de place dans l'immanentisme naturaliste de Spinoza, on pourrait inférer que le prophète surgit du corps social pour le remettre en vie. Le prophète est un contrepoison face au corps collectif empoisonné. Car la coïncidence sans issue est la mort. C'est de la coïncidence qu'émerge la décoïncidence. Pas de révolution donc par une autre idéologie coïncidente. Je cite un passage de la préface à la traduction coréenne des coïncidences. C'est plutôt en engageant des coïncidences multiples, locales, de terrain, qui se rejoignent et se ramifient, donc par fissuration discrète des coïncidences installées, qu'on fera tomber les cavernes, comme il dit dans le manifeste de l'association des coïncidences. Le chantier de Julien, ou de la philosophie première au politique, en passant par le culturel, se produisent des écarts entre l'Europe et la Chine, semble s'acheminer vers l'élaboration micropolitique. Or, l'attirance qu'on éprouve envers une pensée forte n'est pas sans rapport avec le milieu où l'on est mis en commun. Il n'est pas de pensée qui soit d'emblée universelle. Comme je viens de la Corée, réservoir de la Chine, comme il est dit, l'exoptique opérée à partir de la Chine conduit à relire mon horizon historico-culturel. C'est un fait que la culture occidentale dominait largement la modernité de l'Extrême-Orient, mais on pense également que cette influence s'en mêle dans la tradition qui ne pourrait remplacer entièrement. Il importe dès lors d'en chercher une issue sans s'enliser dans le dilemme entre l'universalisme et le culturalisme. La reconfiguration moderne de l'Extrême-Orient ayant pour l'origine le rapport conflictuel entre le régime confucéen et l'introduction du catholicisme, il ne serait pas inutile de présenter la façon d'appliquer le concept de décoïncidence au dialogue entre ces deux cultures. Je vais commencer par la considération sur le métaphysique et l'existence. Le concept d'existence, un des concepts clés dans Décoïncidence, est fortement développé dans Vivre en existant, l'essai précédent. Comme l'auteur en précise l'étymologie théologique existere, donc se tenir hors. Ce concept constitue une ressource qui n'est ni grecque ni chinoise, mais venant de la pensée chrétienne. En guise de conclusion sur la synthèse de Vivre en existant, M. Pascal David suggère qu'il serait fécond de poursuivre sur cette voie. Si l'existence s'active en effet en se tenant hors du vital, le métaphysique, c'est pas la métaphysique, le métaphysique se promeut par l'exister qui se désolidarise d'avec le vivre, comme demeurant dans l'immanence du monde. Or, le métaphysique n'est pas à confondre avec la métaphysique. La métaphysique constitue la construction abstraite de la pensée s'appliquant à l'ordre de l'être, alors que le métaphysique est une dimension de l'existence, se déclôturant de l'immanence. Dans Décoïncidence s'explicite le caractère de l'existence comme tension entre transcendance et immanence. Je cite un passage de Décoïncidence. Tandis que d'un côté, la pensée de l'être vise à l'immobilisation dans la stabilité de l'essence et de l'identique, et que de l'autre, la pensée de la vie risque de se borner au seul renouvellement métabolique,
il revient à la pensée de l'existence de mettre en valeur la décoïncidence, qui, fissurant l'adéquation d'un soi, c'est-à-dire d'un soi avec soi, fait sortir de la paralysie d'un tel soi, couvre une désolidarisation intérieure et libère à nouveau une initiative. Mais on sait bien que ce vieux couple de transcendance et d'immanence, fort chargé d'implications philosophiques, traverse toute une problématique de la métaphysique européenne. Le concept du métaphysique conduit à préciser leur portée. L'existence, promouvant le métaphysique, est transcendante en ce qu'elle se désolidarise du vital et du monde, mais elle est aussi immanente. Elle est en ce qu'elle ne se situe pas dans une transcendance érigée en ontologie ou dans un autre monde. L'existence est un mouvement contradictoire qui se désadhère du monde tout en demeurant dans le monde. Sur ce point essentiel mais épineux, je pense que pourrait apporter une lumière la perspective d'un métaphysicien, on peut oublier Maurice Blondel, qui, bien que sa thématisation ne provienne pas de l'élaboration du vis-à-vis entre l'Europe et la Chine, n'a cessé de mener des débats contre le transcendantalisme, aussi bien que l'immanentisme. Il cherche par une méthode d'immanence, non pas par la doctrine d'immanence, par une méthode d'immanence à fissurer ses positions unilatérales afin de trouver une marge pour l'initiative du sujet. La méthode d'immanence conduit à agir par l'effet d'un transcendant immanent qui, tout en étant en nous, nous dépasse vers un dehors. Cette méthode que Blondel identifie avec le travail de la raison s'enracine dans l'inadéquation foncière du soi. Elle est une façon de sonder l'effet qu'exerce sur nous l'idée du transcendant sans que ce transcendant soit réifié ou naturalisé. L'idée du transcendant constitue comme une idée directrice ou un horizon s'ouvrant pour nous faire sortir de l'immanence et nous lancer vers un ailleurs. Le transcendant ne doit pas apparaître comme facultatif sans nous faire avancer, ni comme un épanouissement complet de la nature, ni comme ineffable, sans attache en nous, donc en notre vie et en notre pensée, mais comme indispensable, en même temps qu'inaccessible. Je crois que la vue de Blondel et celle de M. Julien se rejoignent ici. Il est de fait qu'on appartient à la phénoménalité de ce monde, mais je cite un passage de Vivre en existant, mais en même temps, l'existant humain ouvre un écart vis-à-vis de l'existence de ce monde, de même que c'est écarté par transition du règne animal auquel il appartient néanmoins toujours. C'est ainsi que de la décoïncidence, qui est propre au phénomène de la vie, il a tiré la capacité de désadhérence qu'il instaure en sujet et le fait proprement exister. Une existence de sujet se détache alors du monde, tout en lui appartenant toujours, et même se conquiert-elle à l'encontre de ce qui fait monde, faisant trou dans son immanence, y ouvrant un autre possible. Il ne s'agit donc pas de prêcher l'évasion vers un autre monde par le dédoublement platonicien et par l'idéologie dominante de l'institution religieuse, ni de se clôturer dans ce monde, mais bien de déployer la vie et de la maintenir vivante, en faisant se rencontrer la transcendance et l'immanence, comme l'idée dans les décoïncidences. Donc, transcendance et immanence, lesquelles seraient sans rapport si Dieu n'était pas la décoïncidence. En parlant de l'idéologie dominante de l'institution religieuse, M. Julien précise qu'elle est aujourd'hui heureusement effondrée. Cette précision conduit à penser qu'en tant qu'une idéologie, le christianisme peut se heurter à une autre idéologie, par exemple un système confucianiste prenant forme politique. Entre ces entités métaphysiques, si elles persistent dans leur coïncidence, il n'y aurait pas de place pour le métaphysique. Mais sans disposer d'un tel concept, le conflit a été effectivement éclaté en Extrême-Orient, de façon sanglante d'ailleurs. En Corée, dans la dernière période de la dynastie Joseon, c'est de ce terme-là que provient le pays du matin calme. Oui, c'est le nom de la dernière dynastie. Donc, je vais retracer un peu l'histoire de l'Extrême-Orient, surtout de l'histoire de mon pays. Mais, évidemment, en faisant intervenir les concepts de coïncidence. Depuis les 12 siècles passés, l'Extrême-Orient savait revêtir une modalité pluraliste.
En implantant la modernité dans la plupart des domaines, il est amené, bon gré mal gré, à se métamorphoser à travers l'histoire complexe de la rencontre avec l'Occident, la controverse des rites, le conflit des idéologies, etc., provoquant en Corée les persécutions successives des convertis et des missionnaires français. À la différence de l'époque où des lettrés philosophaient avec les textes catholiques traduits en chinois depuis le début du XVIIe siècle, on a dû accepter la diversité de pensée, mais acculée par l'ouverture du port dans la période impérialiste. Entre-temps, donc durant plus de 150 ans, le royaume a connu des massacres massifs des catholiques, jusqu'au traité de 1886 avec la France, en passant par plusieurs guerres. Le déroulement des affrontements entre la dynastie et la culture européenne appelée à l'époque des études de l'Ouest, des études occidentales, implique une signification surdéterminée. Il est bien connu que dans le contexte de la contre-réforme, les jésuites sont arrivés en Extrême-Orient à la fin du XVIe siècle pour l'évangélisation. Dans le sillage pionnier de Matteo Ricci, il travaillait en Chine à la publication immense sur le calendrier et les empereurs chinois leur ont même confié de diriger l'observatoire astronomique impérial. Ils ont eu dans plusieurs domaines un succès considérable jusqu'au moment où ont éclaté les controverses sur la traduction du langage théologique et les rites ancestraux, etc. Et en Joseon, donc dans la dynastie de Corée, à l'intermédiaire des livres traduits en chinois, importés par les visiteurs ou des ambassadeurs de la capitale chinoise, certains lettrés confucéens ont été initiés au catholicisme. D'abord en tant qu'une étude et non pas la religion proprement dite. Et le catholicisme, à cette époque, devenait un objet de recherche philosophique. Mais enfin, l'Église fut fondée dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, pour la première fois, par les Coréens seuls, indépendamment de la direction sacerdotale, ce qui est un cas unique dans l'histoire de l'évangélisation catholique. En fait, un jésuite français, Jean-Joseph Gramont, avait baptisé un lettré coréen en 1784 à l'église de Pékin-Nord. Et lui, ce lettré, a baptisé dès son retour quelques amis avec ce qu'il a appris à Pékin, sans prêtre. Et ils ont organisé la réunion chez un interprète à Myeongdong. Myeongdong, c'est le centre de Séoul, où se situe actuellement le Grand Cathédrale comme le centre du catholicisme. Telle est l'origine du catholicisme coréen. Mais en 1785, le gouvernement a condamné cette réunion et cet interprète a été exilé dans une ville de province et il y est mort là. C'est lui qui est considéré comme le premier persécuté. Un interprète, ce n'est pas un lettré qui a été persécuté. Les lettrés, ils ont bien échappé à la punition. Ils étaient nobles. En effet, la dynastie était basée sur un royalisme et une association des lettrés nobles du néo-confucianisme. Conserver la valeur confucianiste était une vocation politico-religieuse. Et la différenciation des classes comme le système social a été le socle élémentaire pour l'ordre de l'administration, en sorte que les transgressions en ont constitué l'infraction comme un crime contre le gouvernement. Le catholicisme s'avérant hétérogène au regard de la culture confucianiste, l'autorité le rejetait en le déterminant comme une hérésie et les sectes menaçant le système social. Et l'autorité conduisit à aggraver ainsi la persécution. Ce conflit continua jusqu'à la dernière moitié du XIXe siècle pour s'adoucir avec l'ouverture du port par les puissances extérieures. Et cette époque s'engraine avec la dislocation de la dynastie, la colonisation japonaise, l'implantation massive de la culture occidentale et la guerre de Corée, etc. Tout est lié à cette époque. En regard de ce déroulement historique, la réception des études de l'Ouest, la persécution du catholicisme, l'ouverture du port, la liberté de la pensée et de la croyance, la diversité idéologique, etc., constituent la procédure originaire de la transformation culturelle et de sa complexité que vit la modernité actuelle. Il est vrai que la situation est aujourd'hui bien différente, mais il est encore de fait que de diverses cultures sont entremêlées de l'Orient et de l'Occident,
confrontant l'idée centrale qu'est la globalisation capitaliste. À ne pas nier la continuité historique, on devra tenir la diversité culturelle pour enjeu philosophique, en mettant à disposition la dimension du métaphysique pour promouvoir le dialogue entre les cultures. Que l'homme soit un être historique nous impose en effet une double perspective. Si l'historicité constitue la notion de l'existence, l'existence ne peut s'absorber entièrement dans l'histoire. D'abord, comme les phénoménologues le montrent bien, l'historicité traverse l'homme comme la condition de l'existence. Dans la vie de chacun s'investissent non seulement son passé, mais la présence du monde, et celle des autres. Et l'autre en général, il ne s'agit pas seulement des autres qu'on connaît, mais l'autre en général, l'autre anonyme et généralisé. On est donc habité par l'histoire. On ne peut pas ne pas être affecté du milieu avec ses influences et de la langue, etc. L'histoire est toujours déjà présente en nous. Et cette historicité concerne l'avenir également. Mon avenir est inextricablement lié à l'avenir des autres. Mais pourtant, il faut se garder des positions selon lesquelles, par exemple, Hegel ou Marx, selon lesquelles l'existence s'absorbe dans l'histoire. Si l'on admet les lois absolues qui déterminent complètement le cheminement de l'histoire, la signification existentielle perdrait son sens, ou au moins elle s'affaiblirait. Tout en appartenant à l'histoire, on devra disposer en même temps d'une sphère en dehors de l'espace de l'histoire. Bien que notre vie s'enracine dans l'histoire, il nous faut une marge existentielle comme condition éthique en nous désadhérant de l'histoire. Tout en restant immanent à l'histoire, nous devons la transcender. Je vais citer un passage de politique de la décoïncidence, et je crois qu'il y a toute une étude à faire sur l'histoire de la philosophie chez M. François Julien. Je vais citer ce passage. Décoïncidence ne prétend pas rompre ostensiblement avec le cours de l'histoire précédente, marquer un temps nouveau, mais tente à entrouvrir du dedans même de cette histoire, par écart advenant dans son déroulement, des ressources qui ne s'y étaient pas décelées et qui pourraient débloquer ce qui est en train de s'y figer stérilement. La décoïncidence s'applique à la dimension existentielle, donc selon laquelle nous tendons à nous désadhérer de l'histoire tout en y restant. Et chercher le sens dans l'histoire, c'est donc illustrer notre tâche sur le présent et l'avenir à partir de l'histoire vécue. Or, je reviens à l'histoire en Extrême-Orient. Or, la plupart des historiens compétents dénoncent l'attitude aussi bien des lettrés confucéens que des catholiques. L'attitude dénuée d'une réflexivité face à l'hétérogénéité culturelle. Donc, des coïncidences pour le métaphysique. Par exemple, un lettré disposant d'une connaissance approfondie des mathématiques et de l'astrologie n'a pas accepté de se charger d'un poste conféré en 1797 par le roi pour la recherche des mathématiques et du calendrier occidental. Se gardant de ce qui, dit-il, aveugle, ne sachant pas distinguer les sciences et le catholicisme, se met en colère et réprimande. Il a refusé la charge pour la grande rédaction sur les études de l'Ouest. Et après le décès du roi, 1800, qui ne cessait de détourner le problème catholique des enjeux politiques, ce lettré a été emprisonné lors de la première grande persécution en 1801. Et il est mort en prison. Et un historien fait remarquer que la persécution occurrue en 1801 constitue un tournant décisif en ce qui concerne l'échec de la modernisation subjective et la colonisation qui en suit. Mais d'autre part, certains convertis trop penchés vers le catholicisme ont même recouru à la puissance militaire de l'Occident pour la pratique de leur foi. Par exemple, à l'évêque portugais de Pékin, Gouveia, qui avait d'ailleurs interdit toutes les sortes de rites ancestrales en dynastie, en Joseon,
L'auteur de la fameuse lettre en soi, l'original de cette lettre se trouve actuellement à Vatican. L'auteur de la fameuse lettre en soi, il a voulu proposer de faire accepter la religion catholique par l'intervention de l'armée européenne. Cette tentative téméraire a suscité la détermination sévère de la part du gouvernement de raffermir la vénération du confucianisme comme étude droite et l'élimination du catholicisme comme hérésie. Et aujourd'hui, la plupart des auteurs, y compris les catholiques, même de missions étrangères de Paris, admettent qu'une telle planification était une erreur de jugement. Il importe dès lors de noter l'attitude obstruante aussi bien de la part des confucéens que des catholiques. Si la dynastie s'est précipitée vers l'effondrement en persistant à l'idéologisation du confucianisme, sans savoir ou sans vouloir prendre au sérieux la transformation culturelle à l'époque, la mission catholique était incapable de surmonter l'opposition avec la tradition confucianiste, en s'enfermant dans l'incompréhension par laquelle on ne considère la tradition confucianiste que comme superstition. La relation de ces deux côtés a dégénéré ainsi en conflit sanglant. Un prêtre historien coréen note à propos de l'événement de 1791 où les deux lettrés furent exécutés, décapités, après avoir abrogé le rite ancestral et brûlé la tablette ancestrale, que la dynastie, il note que la dynastie, en considérant le confucianisme comme le signe de la société hiérarchisée, pour conserver le royalisme et l'intérêt des nobles, acculait toutes les autres pensées à l'hérésie en les prenant comme cible de persécution. Et ce prêtre historien, il note d'autre part que les catholiques étaient imbibés dans le préjugé où, sous le commandement de Dieu, il faut interdire le rite ancestral, même en désobéissant au régime symbolisé par la royauté et l'autorité parentale. Car l'interdit du rite ne concerne pas tant le commandement divin que la discipline selon l'institution de l'Église. Ce conflit, à la fois idéologique, culturel et social, exige ainsi une réflexion sur le rapport entre le politique et le religieux pour ouvrir la voie du dialogue entre les cultures. Sous le régime où l'idée confucianiste et l'institution politique sont inséparables au point de se confondre, il n'est pas une affaire simple de permettre une religion hétérogène. Comme l'a bien montré M. Jacques Gernet, comme en Chine, en Corée aussi, la transgression des valeurs confucianistes est tenue pour celle de la dimension à la fois éthique et politique, même religieuse. Or, à ne pas vouloir prendre la position apolitique ou dépolitique, selon laquelle le politique lui-même constituerait la source du mal, on est conduit à considérer que tous les systèmes politiques impliquent une opacité du pouvoir. C'est parce que le social constitue le champ de médiation des relations interpersonnelles que le social s'affecte d'une ambivalence singulière. Il est un système auquel les individus sont liés de façon relativement contraignante et qui a ainsi sa dynamique propre. La société est comme une seconde nature ou un individu collectif, comme Spinoza l'a bien montré. Une fois établi, le pouvoir politique aspire à se maintenir pour sa conservation en poursuivant ce qui lui est utile et en repoussant ce qui lui est nuisible. Donc pour Spinoza, l'État est comme un grand conatus. C'est pourquoi la stabilité du pouvoir doit être assurée d'abord, la question étant secondaire de savoir quel type de régime il faut choisir. Mais l'opacification du social n'est-elle pas le facteur menaçant la dimension éthique? À l'appui de la totalité du pouvoir, Spinoza insiste cependant sur la prééminence de l'État, en affirmant fermement que la religion ne peut être une solution non plus, même face à l'injustice ou l'impiété commise par le pouvoir. Spinoza il pose une question, il est cynique. Si les ecclésiastiques veulent être impies, alors est-ce qu'on devra continuer à les considérer comme les interprètes de la piété?
car nul ne serait soumis au droit si l'on jugeait l'établissement incompatible avec sa foi et sa superstition, et ainsi sous ce prétexte, chacun pourrait tirer licence de tout faire. Cette perspective conduit de nouveau à réfléchir sur l'ambivalence du pouvoir. Comme l'illustrent les persécutions successives en Corée, le pouvoir peut s'étendre comme par une dynamique interne, inéluctable et de plus en plus arbitraire, sans être contrôlé par ses composants, jusqu'au point de les réduire à une soumission totale, en les considérant comme de simples objets. La situation est aujourd'hui assez différente de celle de l'époque où le politique et le religieux se sont confrontés avec violence. Dans la plupart des pays démocratiques, de diverses mesures pour réduire l'arbitraire du pouvoir sont principiellement justifiées. Il n'en est pas moins vrai que ces limitations ne sont valables qu'en étant sanctionnées par le pouvoir. Le paradoxe foncier du pouvoir n'est toujours pas résorbé. Le pouvoir continue ainsi à revêtir le caractère de justification et d'opacification, puisqu'il se concrétise dans les institutions pour le fonctionnement politique du social. Mais à ce propos, je crois utile qu'on se réfère à nouveau à la perspective de Spinoza, qui n'a pas été explorée par beaucoup d'interprètes. Il suggère en effet un concept singulier de suicide, qui peut avoir l'analogie avec l'état maladif du pouvoir. Il relève ainsi une des causes du suicide. Je cite Spinoza. Il peut arriver que des causes extérieures cachées disposent l'imagination d'une personne et affectent son corps de telle façon que ce corps revête une autre nature contraire à celle qu'il avait d'abord, et dont l'idée ne peut exister dans l'âme. Le sujet du suicide a donc une autre nature au moment de l'acte suicidaire par l'illusion de la considérer comme la sienne. Gilles Deleuze explique ce texte déroutant par recours à la maladie auto-immune. Je cite Deleuze. Il s'agit toujours d'un groupe de parties qui sont déterminés à entrer sous d'autres rapports et se comportent dès lors en nous comme des corps étrangers. C'est le cas de ce qu'on appelle maladie auto-immune. Un groupe de cellules dont le rapport est perturbé par un agent extérieur du type virus sera dès lors détruit par notre système caractéristique immunitaire. Ou inversement, c'est ça le suicide, ou inversement, dans le suicide, cette fois, c'est le groupe perturbé qui prend le dessus et qui, sous son nouveau rapport, induit nos autres parties à déserter notre système caractéristique. À appliquer cette maladie au corps social, le politique, abusant de son opacité, pourrait se comparer avec un corps qui, loin d'exercer la fonction normale, s'infecte d'une maladie auto-immune. J'ai déjà fait remarquer que face à la transformation culturelle, la dynastie Joseon a voulu conserver intact le confucianisme en tant qu'une idéologisation coïncidente. Depuis la première grande persécution en 1801 jusqu'au massacre massif en 1866, ne devenait-elle pas un corps autodestructeur en supprimant ses parties composantes, dont son peuple? Juste 10 ans après, l'événement douloureux de 1866, en rapport avec Mission étrangère de Paris, et qui faisait suite à la guerre contre la France, elle a subi l'ouverture des ports par les impérialistes japonais, et la modernité a commencé depuis lors à l'envahir frontalement. Or, le principe pragmatique spinoziste de la tolérance acquiert ici un sens profond. Même si le pouvoir dispose de divers moyens de menacer la dimension éthique, employer effectivement ces moyens n'est pas utile pour sa conservation. L'interdiction de la liberté engendre la flatterie et la fourberie. Donc, le peuple peut devenir un ennemi redoutable. Donc, oppression n'est pas utile pour la conservation de l'État. C'est la vision de Spinoza. Mais, effectivement, les répressions multipliées envers les catholiques ont engendré en fait la méfiance à l'égard du pouvoir. Et surtout, je crois que c'est le point qui est très important, surtout l'effet qu'on ne distingue pas la religion et les sciences, mais qu'on les repousse en bloc.
Ainsi, après le décès du roi en 1800, le gouvernement a beau adopter une politique abominable de grouper les 5 familles en une unité pour les faire se dénoncer les unes les autres, par le décret qu'il faille exterminer les catholiques au point de ne pas en laisser une semence. Cette fin n'a pas été réalisée. En quittant le centre, les fidèles se sont réfugiés dans la plupart des provinces et les classes adoptant la foi se diversifiaient en se répandant dans la population. Je viens à la dernière section, le communautaire et le dialogue culturel. L'enjeu principal de la réception du catholicisme est rapport au changement culturel. La culture minoritaire, telle le catholicisme, qui provoque la crise du patriarcat confucéen, en fissurant l'ordre établi par son extension progressive, conduit de nouveau à réfléchir sur la question de la pluralité culturelle. Si le régime confucéen se montre intransigeant pour conserver l'uniformité impossible du confucianisme, les catholiques manifestaient aussi une attitude rigide basée sur un universel idéologique transcendant le politique. Or, le propre du confucianisme, consistant à suivre le processuel, n'est-il pas téméraire de lui fixer un statut doctrinal, aussi chosifié, réifié? Et n'est-il pas un humanisme déguisé d'absolutiser certaines normes chrétiennes, institutionnelles, comme si la révélation provenait de nous-mêmes? À l'encontre de ces attitudes s'impose la responsabilité d'une intelligence plus alerte. J'ai dit en commençant que la pensée de Julien semble prophétique en rapport à la philosophie politique de Spinoza. L'aménagement du changement culturel qui, comme le contrepoison, propage des systèmes ou des réseaux immunitaires dans le social, nous pouvons l'appeler le micropolitique. Le propre du culturel étant d'être pluriel, il importe de gérer le conflit des cultures en proposant la voie du dialogue. Comme les lecteurs de Julien le savent bien, il se garde en effet de présumer l'identité culturelle pour soutenir le concept de ressources culturelles. Une ressource n'est pas un objet fixe, mais attend d'être explorée pour qu'on en tire parti par son exploitation. La ressource culturelle n'appartenant pas à quelqu'un, elle est à qui lui prend part et n'existe qu'en s'explorant à profit. Quand une culture se réduit à l'identité, elle succombe à l'uniformisation, laquelle n'est que la commodité économique ou une maladie politico-religieuse. Lorsque le politique et le religieux deviennent dogmatiques, leur uniformisation ne fait que susciter l'intolérance, en tenant les cultures pour les systèmes de valeurs, formant le grégaire identitaire. La ressource signifie plutôt qu'en acceptant l'écart des cultures, il faut ne pas les inscrire dans l'exclusion respective. D'où l'utilité de l'explicitation du terme dialogue. En mettant en avant la distance et l'écart entre les cultures, il faut d'une part les maintenir en tension, d'autre part soutenir, selon le logos, je cite un passage de l'universel et de l'uniforme, du commun, que toutes les cultures entretiennent entre elles une communicabilité de principe et que tout du culturel est intelligible, sans perte et sans résidu. Pour la fécondité du dialogue, chacun doit déclôturer sa position en décoïncidant, en la mettant en tension avec l'autre, pour produire le changement respectif. Apparaît ici le sens du communautaire. Le dialogue doit être un travail commun qui produit de l'intensif par la réflexivité. Pour promouvoir un tel communautaire vivant, Julien propose le travail de la traduction. La traduction est primordiale en ce qu'elle permet de reconsidérer les implicites dans sa propre langue en les réélaborant par le sens de l'autre. Elle promeut la fécondité de la pensée en organisant le vis-à-vis entre les cultures par l'exploration de leur écart. La traduction est une opération première pour activer l'entre-réflexif des cultures et en découvrir la fécondité. La traduction est le métaphysique. La conséquence la plus regrettable suivant du conflit lors de la réception du catholicisme
en Corée, donc, concerne sans doute le problème de la langue. Dans son étude magistrale sur l'histoire des études de l'Ouest en Joseon, un historien, cet historien est le prêtre historien que j'ai mentionné. Ce sont eux qui ont fondé l'Institut de l'histoire de l'Église en Corée. Ils sont deux pionniers. Ils sont vieux, ils sont morts. Ouais. Il mentionne la disposition subjective qu'a manqué la dynastie par sa politique isolationniste. La disposition subjective signifie l'acquisition de la langue, qui doit être le moyen d'aménager de plein gré le régime de l'ouverture, d'établir l'attitude active de la réception et d'en faire le tri de façon autonome. Mais poursuivie à long terme, la répression a empêché l'apprentissage des langues diverses. Il est vrai qu'au début de la réception du catholicisme, il existait des efforts de se l'approprier philosophiquement, mais il ne constitue qu'un cours mince. Comme la pénurie des compétents des langues a rendu difficile l'activité diplomatique et le triage approprié des cultures occidentales. On a dû passer par la Chine et le Japon, entravant ainsi l'occasion de promouvoir l'entre réflexif. Une telle histoire atteste que la capacité de la traduction constitue la disposition fondamentale pour amortir des chocs de l'extérieur. Sur ce point, il y a la différence entre l'intellectuel européen et le lettré chinois. Le lettré chinois ne connaît qu'une seule langue de culture comme langue écrite, alors que l'intellectuel européen dispose mieux de la capacité d'autoréflexion en vertu de la dispersion des langues européennes. Qu'en est-il des lettrés coréens? La situation est plus complexe. Même si leur langue de culture était le chinois écrit, la langue parlée fut le coréen. Et l'écriture coréenne, créée entre 1443 et 1446, était en usage, bien qu'elle ne soit pas utilisée couramment dans le monde des lettrés comme matière et outil de l'examen officiel. En tout cas, les sinogrammes constituent la langue de culture des lettrés, jouissant d'un privilège incomparable. Mais je laisse la question complexe sur le rapport entre la langue chinoise écrite et la langue coréenne parlée et écrite. Il s'agit là d'une ressource à explorer par une étude minutieuse. En tout cas, à la suite de l'ouverture du port, en empruntant à la Chine et surtout au Japon, l'acquisition de la culture occidentale, la Corée a subi un sort dérapant. D'une part, même si comme les lettrés chinois, les lettrés coréens ne sont guère impressionnés par l'ontothéologie ou la modélisation gréco-judéo-chrétienne au début de la rencontre avec l'Occident. Mais on a dû s'en réapproprier le concept comme si la modélisation était universelle. Et cette réappropriation s'est opérée notamment à travers les travaux japonais. Ce que prouve le fait qu'on utilise encore aujourd'hui presque tous les philosophes européens. Je me demande si les spécialistes coréens de la philosophie occidentale n'étudient pas la philosophie occidentale sans être conscients du pli de la philosophie occidentale, comme s'il s'agissait d'une universalité commune à tous. Tout autant grave est l'effet inverse de l'uniformisation du sens, filtré à travers l'import des catégories occidentales. En se rendant compte de l'étrangeté de ces catégories, ou plutôt en leur résistant aveuglément, on invente la conviction d'une incommunicabilité, comme dit M. Julien, de sa culture, comme une essence mystérieuse. A été établie ainsi l'institution de la recherche de la culture nationale, où l'on étudiait principalement les textes en sinogramme, sous le nom de la tradition qui serait libérée de la perspective occidentale. Mais l'est-elle vraiment? J'ai beaucoup de doutes. Il importe en somme de surmonter le faux dilemme. D'une part, il faudra prendre garde à un universalisme selon lequel la valeur et le concept commun à tous se trouvent dans les variations d'une culture unique. D'autre part, un culturalisme selon lequel de diverses cultures se laissent cantonner dans leur perspective exclusive. Plus de 2 siècles après le conflit tragique, on s'affronte au risque de même structure,
à savoir la fausse alternative entre la mondialisation sous l'universalisme déguisé et le nationalisme sous le culturalisme sectaire. Mais notre époque offre paradoxalement une grande chance pour le dialogue. Je cite un passage qui est bien significatif, je crois. Nous sommes la première génération à laquelle la mondialisation permet de voyager plus librement entre les cultures. Telle est bien, en définitive, l'opportunité à saisir au revers de l'uniformisation stérilisante qu'elle précipite. Celle de pouvoir circuler entre des intelligibilités diverses pour promouvoir à travers elles une commune intelligence. Ce qui n'a bien sûr rien à voir avec une culture unique. La commune intelligence, qui n'est pas unique, revêt une implication politique. C'est parce que le commun est promis comme le produit de l'intelligence des écarts qu'il est partageable comme dimension politique. La commune intelligence, procédant à produire les écarts et qui explore les ressources culturelles, c'est là, à mon sens, le communautaire des coïncidents. Le confucianisme et le catholicisme, comme les sujets du conflit culturel, ont été tous les deux une sorte d'idéologie s'assumant de leur conception de l'homme et du monde. Une telle clôturation n'ouvre ni le métaphysique ni l'humain. Celui-ci, l'humain, ne s'entendant pas comme l'auto-reflet que produit l'uniformité à partir de l'homme, mais bien comme l'auto-réfléchissement. Telle est l'horizon vers lequel doit tendre le dialogue. Le dialogue doit s'activer à partir de l'humain, se sondant à travers l'écart, en réfléchissant dans les ressources explorées par le dévisagement et en constituant le communautaire des coïncidents. Et je termine là-dessus. À l'époque de l'impérialisme, on a vécu le bouleversement sans amortissement, qui a survenu avec une grande transformation mondiale. La situation est fort différente aujourd'hui, mais on ne peut prévoir à quel choc on sera affronté. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut éviter le dialogue entre les cultures. Le politique devra adopter le principe de la tolérance pour se conserver lui-même. Et les privés, surtout les intellectuels, devront ne pas cesser de réactiver le dialogue entre les cultures et de l'approfondir. Telle est la responsabilité pour renforcer l'unité sociale. Voilà, merci de votre attention.